Alien Cache on Twitch. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue. Je suis ravi de vous retrouver ce soir dans Ça part en live. Ça part en live parce que la société, quelque part, part en live. On va en parler avec l'homme qui est assis à ma droite, mais qui est assis face à vous. C'est Aurélien Taché. Bonsoir Aurélien. Bonsoir Mounir. Je suis ravi de t'accueillir sur en fait, ta chaîne Twitch. C'est ça, c'est ma chaîne Twitch. C'est C'est la première avec toi, avec vous tous ce soir. Ouais, tu inaugures un peu comme une espèce de cobaye, hein, voilà, une nouvelle façon de prendre la parole sur le numérique, les réseaux sociaux. Voilà, donc c'est une première pour toi. Est-ce que tu veux la commenter avec émotion ou sans émotion? Bah écoute, j'ai jamais eu trop l'habitude de jouer les cobayes, mais c'est pas grave, ce soir on va essayer. Non, moi je suis très content d'être avec vous tous ce soir. Et surtout pour en plus parler d'un thème important qui est voilà, ce que vivent les jeunes en ce moment. Moi j'ai 36 ans mais j'étais jeune il n'y a pas si longtemps et bah, franchement c'était déjà pas simple, mais je crois que là ça l'est encore beaucoup moins et donc on va essayer d'en parler tous ensemble ce soir. Bien sûr, et pour le coup, je tenais pour les jeunes qui nous regardent, et ils sont nombreux sur ta chaîne Twitch, te présenter très rapidement avant d'introduire le premier grand sujet, le premier grand thème de cette émission sur Génération 2021, une jeunesse sacrifiée. Je le rappelle, tu as 36 ans. Tu es député Nouveaux Démocrates, tu es cofondateur d'ailleurs d'un parti que tu as cofondé avec Émilie Cariou qui s'appelle les Nouveaux Démocrates. Voilà, donc avec une volonté de changer un peu hein, le visage de la politique française. Est-ce que tu veux nous en dire quelques mots? Ouais, tout à fait. On a fondé ce parti à la fin de l'année dernière. C'était, alors moi j'ai été élu député en 2017, d'abord avec Emmanuel Macron, parce que voilà, je pensais que c'était cette idée de renouveler un peu la vie politique française, cette idée de faire rentrer des jeunes à l'Assemblée nationale, de faire rentrer la société dans l'univers politique. Et finalement, je l'ai quitté, Emmanuel Macron, et toute cette équipe. Ah bon? Eh ouais, ça s'est pas bien terminé entre nous, parce que ça n'a pas du tout été ce qu'on avait pu imaginer. Moi, je suis élu à Cergy, dans une ville populaire, dans une ville très jeune, dans une ville où justement les jeunes souffrent pas mal en ce moment. Tout ce qu'on avait imaginé en 2017, quand j'ai fait campagne pour lui, eh ben, ça n'a pas été tenu, ça n'a pas été mis en œuvre. Il y a eu des choses ici ou là. Emmanuel Macron ou d'autres parlent beaucoup des classes de CP à 12 élèves, tout ça. Ok, c'est super, mais enfin, on n'a pas changé de mindset, on n'a pas changé véritablement de logiciel sur la politique. Et c'était pour ça qu'on l'avait rejoint. Donc, je suis parti il y a à peu près plus d'un an de sa majorité. On avait fondé un groupe Écologie, Démocratie, Solidarité à l'Assemblée, qui n'a pas duré. Mais du coup, moi, j'aime la politique depuis toujours. J'ai toujours pensé qu'il fallait s'engager pour changer les choses. Et d'ailleurs, je dis à tous les jeunes qui peuvent être là ce soir, il faut y aller. La politique, c'est pas un truc impossible. Il faut pousser la porte et y aller. Mais par contre, ce qu'on voit derrière la porte, des fois, ça convient pas. Et donc, moi, j'ai fini par me dire il fallait créer un nouveau parti. Et c'est comme ça qu'on a fait les Nouveaux Démocrates à la fin de l'année dernière. Droit au but, hein, comme on dit à Marseille. Droit au but, comme on dit à Marseille, même si tu sais le foot, moi, Mounir, faut pas que tu me branches là-dessus, parce que je suis pas sûr de tenir la conversation. Non, on va pas beaucoup en parler. Ok. Alors, tu as commencé par des études de plomberie. La politique, c'est très très loin pour toi, à la base de la base. Mais les enjeux sociétaux, en fait, t'ont quelque part ramené, en fait, inconsciemment à la lutte politique. En fait, tu es un enfant de la balle, tu es un enfant un peu qu'on pourrait qualifier de rock'n'roll, un petit peu. Ouais, en plus j'ai 36 ans, donc moi j'ai écouté du rock, contrairement à vous tous. Mais ouais. Écoute, hein, moi aussi, tu sais. C'est vrai, bah, il oui, existe bien sûr, encore Sex Pistols, tout ça. Bah, il oui. existe encore du rock. Je croyais que c'est Punk is Dead, c'est pas Rock is Dead. Non, ouais, complètement. Moi j'ai commencé à 15 ans par un apprentissage de plomberie parce que voilà, à l'école ça marchait pas. D'ailleurs, on pourra en parler, mais ce sera peut-être une autre émission. L'éducation nationale c'est compliqué. À la fois, la France, c'est un pays qui l'école est gratuite, tout ça, c'est super, il faut le saluer. Mais quand tu as un profil un petit peu atypique, quand tu rentres pas bien dans les cases, ça peut être compliqué. Et donc, moi, à 15 ans, j'ai un peu lâché. Je me suis retrouvé en plomberie un peu par hasard. Ça n'a pas marché. Et puis, à 19 ans, j'ai repris des études avec une capacité en droit. C'est comme un bac, mais sauf que c'est pas obligé de se faire au lycée. Ça, moi, je l'avais fait en cours du soir, je l'avais fait. J'ai repris comme ça. D'ailleurs, la capacité en droit, je le dis aussi, ce gouvernement est en train
pas de vouloir la supprimer, mais enfin bon, bref, de vouloir la rabaisser. Et après, ouais, je me suis retrouvé à la fac, études de droit, et je me suis engagé à l'UNEF. Voilà, je et puis Quelle en belle politique. transition, mine de rien. Bah, oui. voilà, Ouais. et petit à petit, tout ça m'a amené à l'élection de député. Entre les deux, j'ai bossé dans des ministères sur les questions notamment sur les questions de sans-abri, de réfugiés, sur beaucoup de choses comme ça. Donc voilà, l'exclusion, c'est mon combat. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que les jeunes sont exclus, que beaucoup de gens sont exclus dans cette société. Et les Nouveaux Démocrates, c'est aussi l'idée de se dire que, en fait, personne n'a à être exclu de la démocratie. Et c'est pour ça qu'on a fait ça. Avant de justement présenter nos invités qui sont à tes côtés, qui sont face à vous, je voulais te poser une dernière question car cette émission se passe sur Twitch, un réseau que tu connais un tout petit peu parce que tu étais un gamer. Est-ce que tu continues à jouer aux jeux vidéo et si oui, lesquels? J'ai joué, je joue un peu moins, ça prend trop de temps. Moi, j'ai joué à WoW quand c'est sorti en 2005. Voilà, Parce qu'on me disait Call of Duty, donc c'est pas ça. Non, j'ai pas du tout de connaissance des FPS. Moi, j'ai fait WoW, j'ai fait des MMO, j'ai fait des trucs comme ça. Mais juste, c'est pas possible de c'est pas possible de caper un perso avec le temps que j'ai aujourd'hui. Donc, j'ai laissé tomber. Voilà. Ta jeunesse, donc la jeunesse, on va en parler ce soir avec les deux petits potes qui sont avec moi. J'ai d'une part Maha Rejouani, tu es membre du comité national de l'UNEF à Paris-Dauphine. Presque membre du bureau national de l'UNEF. Et je l'ai répété toute la nuit. Donc, et j'ai à côté de moi aussi Ayoub du collectif BTS en détresse. Avant d'introduire et de parler plus longuement de vos activités et de développer le thème de la situation financière et psychologique des jeunes, je te laisse peut-être dire quelques mots sur ce qu'on va voir à l'écran dans quelques instants. Ouais. Non, il y a vraiment un gros sujet et ça va pas du tout ce qui se passe en ce moment dans l'université française, ça va pas du tout ce qui se passe pour les jeunes, pour les étudiants. Ce confinement, ça fait plus d'1 an qu'on le subit, ça fait beaucoup de jeunes qui abandonnent leurs études, je suis sûr que Maha aura beaucoup de choses à dire là-dessus. Pour ceux qui y restent, ils doivent aller passer leurs examens dans des conditions parfois pas possibles, et ça je suis sûr que c'est Ayoub qui va nous en parler, parce que pour les étudiants en BTS c'est un vrai sujet, et qu'on comprend pas pourquoi ils sont obligés d'aller passer leurs examens dans ces conditions-là. Donc je pense qu'on va voir un petit peu tout ça avec les intervenants qui vont être dans ce premier reportage, et qu'on va pouvoir en rediscuter ensuite, et il faut vraiment que le gouvernement prenne conscience un petit peu de ce que sont en train de vivre les jeunes, du nombre de jeunes qui abandonnent leurs études. Cergy-Pontoise, là où je suis élu, c'est 15% des promos qui sont en train d'abandonner leurs études. Moi, si j'avais dû arrêter 1 an quand j'ai repris mes études, j'aurais pas pu continuer en fait. Voilà, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens, parce que 1 an d'études c'est beaucoup, déjà il faut les financer. Et puis pour d'autres qui sont en BTS, maintenant c'est carrément leur santé qui est en danger. Donc il faut qu'on puisse nous parler de tout ça ce soir et qu'on regarde comment enfin on peut faire entendre raison à ce gouvernement. Parfait, eh bien on regarde ça tout de suite. Tout d'abord, merci pour ce temps accordé à la jeunesse, thème qui me tient particulièrement à cœur. Ces derniers mois ont été difficiles pour l'ensemble de la population. Pour les plus jeunes, surtout autour d'enjeux de souffrance psychique. Plusieurs raisons ont pu être identifiées. Tout d'abord, l'isolement relationnel, alors que la socialisation est un facteur essentiel du développement à cet âge. Deuxièmement, l'arrêt des activités sportives et culturelles qui permettent en temps habituel de diminuer la tension anxieuse. De plus, les difficultés scolaires ont été majorées par le distanciel. Enfin, un environnement social et familial qui s'avérait parfois source d'incertitude et d'anxiété. Cette souffrance se manifeste par des symptômes différents en fonction de l'âge et de la problématique de chaque enfant. Troubles du sommeil, anxiété, tristesse, mise en danger, phobie scolaire, idées noires et parfois passage à l'acte suicidaire. Nous constatons en effet, dans l'ensemble des services de pédopsychiatrie en France, une augmentation importante des demandes à tout âge depuis l'été dernier. Cette crise sanitaire a eu le mérite de mettre en avant le retard immense pris par la France depuis 20 ans sur les investissements vis-à-vis de la santé psychique et plus particulièrement vis-à-vis de la pédopsychiatrie. Certaines mesures prises par le gouvernement vont dans le bon sens, notamment vis-à-vis du remboursement des soins psychologiques pour les plus jeunes, 10 séances. Cependant, celles-ci sont en réalité un cache-misère, d'autant que le dispositif semble limité à la crise sanitaire. Il est aussi question de plateforme, de certification des psychologues, témoin d'un dispositif complexe faisant craindre par ailleurs une évolution des soins psychiques vers une ubérisation au détriment de l'investissement dans les institutions pourtant essentielles. De plus,
la crise n'a fait que marquer les situations très inégales sur le territoire. Alors que les services parisiens sont relativement préservés en termes de temps médical et que la population pédiatrique diminue sur Paris intramuros, d'autres services de province ou de grande banlieue sont dans une situation critique depuis des années. La population y est pourtant plus jeune et plus précaire. Ainsi, des secteurs n'ont plus aucun pédopsychiatre, voire aucun. Chaque jour depuis des années, nous trions les patients afin de savoir qui va pouvoir bénéficier de soins ou non. À titre d'exemple, sur notre secteur, plus de 600 enfants sont en liste d'attente et les délais de consultation sont supérieurs à 2 ans actuellement. L'ARS Île-de-France et les services parisiens sont informés depuis des années de cette situation, mais aucune proposition d'aide concrète n'a été réalisée ces derniers temps. Les politiques doivent se saisir de ce sujet crucial. Alors que nous parlons de dépression de la jeunesse et de violence accrue en temps Covid, il est temps d'investir de toute urgence vis-à-vis des soins psychiques, plus particulièrement dans les zones les plus défavorisées. Nous ne pouvons pas éthiquement abandonner toute une partie de notre jeunesse. Bonjour, c'est avec plaisir que je vais vous parler des premiers secours en santé mentale, appelés PSSM, formation que nous avons dispensée auprès des étudiants de Cergy. Je vais me présenter, je m'appelle Agnès Ducressier, je suis directrice de l'association Iris Messidor et formatrice accréditée PSSM. La formation est une formation standard qui se déroule sur 2 jours dans une dynamique interactive. Elle comporte une partie théorique pour apprendre à connaître les troubles psychiques et à reconnaître leurs manifestations, leurs signes. Un plan d'action pour intervenir, et puis elle utilise donc des exercices, des mises en situation, des jeux aussi, des mises en situation en cas de crise ou hors crise. Donc on est particulièrement content de pouvoir dispenser cette formation auprès des étudiants qui sont effectivement dans un mal-être que l'on connaît et qui ont grand besoin de pouvoir être aidés dans cette épreuve. Nous savons que cette pertinence leur servira puisqu'ils sont les créateurs de la France de demain et puis des managers aussi. Alors, ce que je retiens, ce qu'on peut retenir des 2 interventions qui viennent d'être énoncées à l'instant en vidéo, c'est que le constat, il est implacable, c'est que ça va très 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 mal, mais en même temps qu'il y a des solutions qui existent, mine de rien. Voilà, Aurélien, je voulais que tu réagisses un peu après ce qui s'est dit. Ouais, le docteur Vion, moi je l'ai rencontré, j'ai été le voir parce qu'il m'avait effectivement interpellé. Il est à l'hôpital de Pontoise, il s'occupe de la pédopsychiatrie. Donc c'est les enfants qui se sentent mal sur le plan psychiatrique. Et il m'a interpellé parce qu'effectivement, en ce moment dans le Val d'Oise, c'est 600 enfants qui sont sur liste d'attente avant de pouvoir avoir accès à un psychiatre à l'hôpital. 600 enfants donc, qui vont très mal parce que quand on a 8 ans, 10 ans et qu'on doit aller voir un psychiatre, c'est que ça ne va pas. Des tentatives de suicide à l'âge de 8 ans. Ils n'avaient jamais vu ça en psychiatrie. Donc vraiment, il y a un sujet qui est lié au confinement, qui est lié à la détresse des parents, qui est lié au fait que cette crise, elle a été très dure et elle a mis beaucoup de stress dans la société, et en particulier quand plein de choses ne vont pas, parce que le travail peut être perdu, parce qu'on est confiné dans un logement où on est nombreux à vivre et où c'est un petit logement, enfin, où on ne peut plus faire les devoirs comme il faut. Et malgré ça, on n'a toujours pas de moyens supplémentaires sur la pédopsychiatrie à Pontoise, et on a même un service qui risque d'être supprimé. Parce que, je fais court, mais grosso modo, même les quelques effectifs qui sont créés sont affectés ici, à Paris, et pas en banlieue, parce que voilà, il y a cette inégalité-là. Donc ça ne va pas du tout, et le docteur Vion nous explique bien comment les jeunes, aujourd'hui, bon, ok, il y a l'échec psy d'Emmanuel Macron, c'est pas mal, mais c'est pas ça qui fera qu'on aura plus de docteurs et plus de prise en charge. Et puis ensuite, on a entendu aussi ce qu'il en était sur d'autres aspects. On a vraiment aujourd'hui un mal-être généralisé dans la jeunesse, tout d'un coup, une espèce de crainte absolue dans l'avenir, une espèce de plus de moyens de poursuivre des études, plus la possibilité de passer ces examens dans de bonnes conditions, et j'ai l'impression que ça n'inquiète personne. Voilà. Je voulais que tu réagisses justement sur ce qui vient d'être dit par Aurélien. Maha. Déjà, on a un constat qui est un peu le même, c'est que la jeunesse connaît une précarité qui est accrue
Il y a évidemment la précarité financière qu'on connaît tous, malheureusement, et qui est particulièrement accrue au vu de la crise. Déjà en 2018, on parlait d'un étudiant sur 5 qui est en dessous du seuil de pauvreté. Et évidemment, avec du coup, la crise du Covid-19 et la perte, déjà la fermeture du secteur hôtelier, vente, etc., c'est là où les étudiants travaillent le plus, notamment en été. Là, on a une précarité financière qui est extrêmement accrue et évidemment, on a une précarité psychologique qu'on connaît, qui est d'autant plus présente aujourd'hui. On a des chiffres qui sont assez alarmants. On a un étudiant sur 5, plus d'un étudiant sur 5 qui a des pensées suicidaires, avec malheureusement énormément de passages à l'acte. On en a déjà cette semaine, on a malheureusement pas mal qui ont à Lille notamment, à Villebarn également, qui ont ébranlé malheureusement les médias. Et c'est pas la première fois, et je pense pas que ce sera malheureusement la dernière fois qu'on perd des camarades à l'université. Et face à ça, en fait, on a également 40% des étudiants qui juste décident d'annuler un rendez-vous médical parce qu'on n'a pas les moyens de se payer un psychologue, un psychiatre ou tout simplement une consultation médicale. Et donc, c'est des choses à lesquelles il faut prendre conscience et avoir des réponses face à ça. Il y a un constat qui est par ailleurs implacable. 76% des jeunes de 18-30 ans ressentent l'impact de la crise sanitaire sur leur santé mentale. C'est énorme comme statistique. Est-ce qu'on peut se dire qu'à un moment donné, il va y avoir des solutions concrètes qui vont être mises en place pour aider en fait les jeunes? J'aimerais que Ma encore réagisse et ensuite on va te laisser la parole à Ayoub qui va nous parler du collectif BTS en détresse. Des solutions concrètes, il nous en faut. C'est pas une question est-ce qu'on peut, c'est il faut. Et face à ça, il nous faut déjà une réponse concrète au niveau des bourses. Il faut une refonte des bourses et du système social actuel en France complet. Déjà, malheureusement, on exclut les étudiants étrangers. Donc les étudiants étrangers n'ont droit à aucune aide sociale du Crous. Et également, il faut penser à une linéarisation des bourses. Par exemple, on a des effets de palier qui sont énormes. On peut être du palier 1 et rater le palier 2 à 50 € près. Et malheureusement, on en voit énormément. Il faut également penser à arrêter de prendre en considération la situation familiale de N-2 et la considérer sur la situation familiale soit de l'année juste avant ou de l'année en cours. Et par exemple, on a pu le voir avec la crise du Covid, où on prend en compte la situation familiale de 2018, alors qu'entre-temps, on a une situation économique qui est catastrophique et qui ont fait perdre énormément de moyens financiers à énormément de familles. D'autant plus, et un dernier point, c'est qu'on a tendance à relier l'étudiant à sa famille, ce qui n'est pas forcément le cas pour tout le monde, parce que des étudiants sont en situation de solitude absolue, donc ils n'ont pas de famille sur lesquelles se rapatrier. Et donc, à ce moment-là, il faut penser à l'étudiant en tant que personne autonome, donc plus le rallier à sa famille. Donc peut-être que tu veux compléter ce que on a proposé une loi qu'on a travaillé ensemble juste avant que je la rappelle parce que ça met tu demandais des solutions concrètes. On a proposé une loi qu'on a travaillé ensemble avec l'UNEF, moi et justement l'ensemble des députés nouveaux démocrates, Émilie Cariou, Guillaume Chiche, Delphine Bagari et d'autres, pour proposer une allocation. C'est une revendication que vous portez depuis longtemps à l'UNEF, une allocation pour chaque jeune, en fait, quel que soit le niveau de revenu de ses parents, parce qu'en fait, la personne ne peut pas toujours, on peut pas considérer que parce que finalement, la famille peut toujours être derrière, et avec la crise qui se passe en ce moment, voilà, c'était l'idée de donner 800 € à chaque jeune entre 18 et 25 ans pour pouvoir être certain que chaque jeune puisse mener à bien son projet d'études ou son projet pro, et évidemment, ça n'a pas été retenu, mais on a proposé cette loi-là à l'Assemblée nationale il y a 2 mois en la travaillant avec l'UNEF. J'en profite pour vous dire à toutes et tous que nous sommes sur Twitch et qu'il ne faut pas hésiter à poser vos questions. J'ai d'ailleurs un immense cri d'alarme qui m'apparaît comme ça directement dans les commentaires. On veut le contrôle continu de la santé mentale aux examens, au contrôle continu. Le sujet est quasiment lié. Ayoub, est-ce que tu es d'accord avec moi? Et je te laisse prendre la parole et je te laisse par ailleurs lire tout ou partie de ta lettre que tu avais envie de dire. Ok, parfait. Alors moi je me présente, Ayoub, merci de m'avoir invité tout d'abord. J'ai 20 ans, je suis étudiant en 2e année de BTS Management Commerce Opérationnel en alternance. Étant membre du collectif BTS en détresse, je profite de l'engouement qu'il y a autour de nous, les BTS et même tous les étudiants, pour prendre la parole, témoigner et rappeler la situation que nous vivons depuis 2 ans. Et je voulais rappeler ouvertement toutes nos revendications. Je parle à tout... je prends la parole pour tout le collectif BTS. Tous les étudiants, clairement. À travers une forte mobilisation sur les réseaux sociaux, avec le hashtag BTS en contrôle continu, de nombreuses pétitions, nous réclamons la délivrance de notre diplôme sous le format du contrôle continu. Je précise que cette réclamation n'est absolument pas un caprice, mais c'est une nécessité. Elle a d'ailleurs été comprise par de nombreuses personnalités politiques de tous partis, en passant par les sénateurs, les députés comme
comme toi, Monsieur Taché, la France insoumise et la République en marche. Pour quelles raisons nous demandons ce fameux contrôle continu, même si normalement on n'a pas à le demander, parce que ça doit être quelque chose de tout à fait logique. C'est simple, entre isolement, chômage partiel pour les apprentis comme moi, les stages non effectués pour les initiaux, cours en distanciel qui perdurent depuis mars 2020, retard sur les programmes et bien sûr, je souligne bien la détresse psychologique. Avec tous ces points, ils doivent nous assurer ce contrôle continu pour assurer par la suite notre avenir, parce que c'est nous l'avenir. J'entends souvent leur argument étant que si le BTS passe en contrôle continu, cela perdra de la valeur au diplôme, mais bien sûr, je n'arrive pas à comprendre comment ils peuvent dire ça, parce que le contrôle continu va nous permettre d'autant plus de refléter notre investissement, notre implication, notre motivation et la rigueur qu'on a fournie depuis l'ensemble de ces 2 dernières années. Ces 2 dernières années qui ont été très compliquées pour nous. Le gouvernement ne souhaiterait pas instaurer le contrôle continu pour éviter que ça soit un système récurrent chaque année, mais il faut rappeler que nous sommes largement légitimes par rapport à ceux de l'année dernière qui n'ont eu qu'un mois en distanciel avant leur épreuve, alors que nous avons subi combien de confinements? 3 confinements qui ont impacté notre morale, notre programme, notre promotion a vraiment enduré cette crise sanitaire. Il y a vraiment un problème d'équité, on n'arrive pas à comprendre, on ne comprend plus rien. On a l'impression d'être les oubliés du gouvernement en fait. C'est notre avenir qui est en jeu, sans parler du fait qu'ils nous mettent en danger en voulant nous regrouper dans des hangars, dans des classes et des couloirs bondés comme on a pu voir à Arcueil. Je crois il y a eu 3 semaines ou 2 semaines. Où était l'organisation, la gestion des gestes barrières? Ils sont incohérents dans leur discours, ça commence à bien faire. On nous a toujours inculqué les valeurs de révolutionnaires en disant qu'il faut toujours se battre pour nos droits, nos libertés d'expression, pour qu'au final on soit à peine écouté. Et franchement, c'est relou à force. Donc moi, ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est qu'on ne va rien lâcher pour ce contrôle continu. Même si Madame Fidal Frédéric, il y a quelques jours, a fait une annonce. Donc nous, on était contents, on a cru qu'il allait avoir une vraie annonce. Mais elle a évoqué les rattrapages pour les étudiants qui ont une note de 0 sur 20 à cause d'une absence liée au Covid. Comme on a pu voir à Arcueil, il y a une question qui a été posée, si on est testé positif au Covid, comment on fait pour les examens? C'était soit 0, elle a décidé de faire des rattrapages. Mais le rattrapage ne règle en rien la question sanitaire, ni même les problèmes pédagogiques subis ces 2 dernières années. Comment voulez-vous organiser des rattrapages dans de telles circonstances alors qu'il y a plus de 140 spécialités? On ne comprend absolument rien de cette décision qui ne répond pas à une revendication, à savoir le contrôle continu, qui assure sécurité et équité. On s'attendait à des mesures fortes, comme l'avait évoqué M. Dupont de Moretti il y a quelques jours. Donc là, on attend encore, nous, on ne va rien lâcher. De toute façon, nous ne lâcherons rien. Ils peuvent nous mépriser, mais jamais nous maîtriser. Voilà, merci. Merci beaucoup, Ayoub. C'est d'ailleurs ce que aussi dit Anissa-26. Elle dit bravo, Ayoub. Merci. Aurélien, je te laisse réagir. Je commence par dire bravo, Ayoub aussi. Ouais, merci d'être là ce soir. Merci vous bougez, il ne faut rien lâcher. C'est clair que sans ça, il ne se passera malheureusement rien, parce qu'on a vu que vous le demandez depuis un moment, le contrôle continu, et c'est normal. Enfin, je veux dire, tu as dit, mars 2020, toi tu es apprenti, c'est ça? Voilà. Ça, ouais. Parce qu'on entend la ministre de l'Enseignement supérieur nous dire mais non, il n'y a pas de problème, tous les élèves de BTS sont en lycée. Mais c'est pas vrai du tout. Il y a plein de jeunes qui sont en apprentissage, il y a plein de jeunes qui sont en école privée, il y a plein de jeunes qui sont en cours à distance. Et pour tous ces jeunes, c'est à peu près mars 2020 que la dernière fois que vous avez pu aller en classe. C'est à peu près ça. Ouais, la plupart des personnes, moi je connais des camarades à moi, ça fait je crois depuis très longtemps, ça fait presque 1 an et demi qu'il n'est pas reparti en physique. Voilà. Donc comment on peut imaginer que quand on n'a pas pu avoir les cours depuis 1 an et demi dans des conditions normales, où il a fallu se débrouiller tout seul chez soi, sur l'ordinateur, en distanciel, etc., et qu'évidemment on n'est pas tous logés à la même enseigne là-dessus, comment on peut imaginer que finalement on peut avoir travaillé des examens dans de bonnes conditions? Vous avez eu des épreuves au fur et à mesure avec le contrôle continu, que vous avez essayé de travailler au mieux au cours de l'année. Il faut vous juger là-dessus, il faut juger les jeunes sur ceux malgré les conditions difficiles, qui n'ont pas lâché, qui ont continué pour avoir leur diplôme, et il ne faut pas les pénaliser. On parle depuis tout à l'heure du stress, des problèmes de psy carrément qu'on a maintenant à 20 ans, tellement ce pays va mal, des problèmes financiers aussi, et qu'est-ce que ça va donner si toutes des promos entières ou une partie de ces promos n'ont pas le diplôme pour trouver du boulot ensuite. On fait quoi là? On marche vraiment sur la tête. C'est quoi cet acharnement à vouloir Ils l'ont fait l'année dernière pour vos camarades de l'année dernière, en plus c'est pas juste pour vous. L'année dernière ils ont pu avoir le contrôle continu, et cette année, on ne sait pas pourquoi. Jean-Michel Blanquer et Frédéric Vidal s'acharnent à vous dire vous irez passer les examens. Et en plus, encore, ils seraient capables de l'organiser dans de bonnes conditions pour le plan de la santé, etc.
Bon. Mais en plus, ils vous mettent la santé en danger parce qu'à Arcueil l'autre jour, des jeunes ont attrapé le Covid, etc. Donc là, ça va pas du tout. Ça va D'ailleurs, vraiment c'est pas du tout. un des commentaires qu'il y avait par un utilisateur de Twitch qui disait que les examens allaient être finalement un véritable cluster pour des milliers d'étudiants, quoi. C'est quand même ça, en plus, le risque de tout ce qu'on vient de dire. Ouais. Donc non, il faut mettre en place ce contrôle continu. On peut le faire. C'est faux de dire qu'on ne peut pas le faire. Les arguments sur la dévalorisation des diplômes sont vraiment absolument incroyables. Qu'est-ce que ça veut dire pour les camarades de l'année dernière? Ça veut dire que leur diplôme... Exactement. Donc on arrête les bêtises et on met Tu peux le même aller contrôle plus loin, continu. hein, tu peux dire notre Non, mais voilà, tout le monde a compris. Donc, et vraiment, voilà, on permet aux étudiants de BTS de lâcher un peu la pression. Ils se sont battus comme ils ont pu toute l'année pour suivre leurs cours et on leur permet d'être jugés en contrôle continu. Avant d'en arriver à la conclusion de ce débat, j'aimerais encore entendre Maha, puis Ayoub, et enfin à nouveau toi, Aurélien. Puis on lancera la partie 2 de ce grand débat. Vas-y, Maha. Donc, de manière générale, ce qu'il faut retenir, c'est que cette période est une période de précarité extrême. La France est très mauvais élève en matière de psychologue, puisqu'on parlait tout à l'heure de pédopsychiatres, mais même pour les psychologues et les psychiatres pour les étudiants, on est très mauvais élève. Donc simplement un psychologue pour 30 000 étudiants, sachant qu'il est demandé au moins un psychologue pour 1000 étudiants. Donc de manière générale, ce qu'il faut retenir, c'est que aujourd'hui, il faut prendre des mesures fortes. Ça demande énormément de courage, mais c'est également énormément de courage que nous demande cette situation de précarité extrême. Il faut repenser notre système de santé, de système de bourse sociale, et également, il faut également arrêter de prendre des décisions qui sont en dichotomie. Donc, par exemple, les cours en distanciel pour pratiquement tout le monde et revenir avec des examens en présentiel sous prétexte d'avoir une valeur du diplôme. Ce sont des mots qui déjà ne décrivent pas la situation sanitaire actuelle, qui ne résonnent pas avec tout le travail et tout l'acharnement qu'ont pu faire tous les étudiants au cours de cette année, et également tous les sacrifices qu'on a pu faire, parce que vivre 3 confinements lorsqu'on a 20 ans, c'est pas facile. Emmanuel Macron disait il n'est pas facile d'avoir 20 ans en 2020, et malheureusement ça va durer en 2021 et probablement encore pendant assez longtemps, parce que ne serait-ce que l'insertion sur le marché du travail est encore très compliquée pour nous. Donc il est temps de prendre des mesures fortes, de revaloriser nos bourses, de repenser également à un suivi médical et psychologique, et d'arrêter de penser qu'en fait les étudiants ne sont que des personnes fainéantes qui demandent simplement un contrôle continu ou des passages en distanciel parce que c'est trop compliqué pour nous. C'est faux. C'est pas parce que c'est trop compliqué, c'est parce que ça met en difficulté notre santé, parce que tout simplement l'information qu'on a reçue pendant 1 an, c'est pas l'information qu'on a reçue en temps normal à l'université sur les bancs de notre université, et qu'en face, on a des conséquences qui sont dramatiques pour un grand nombre d'entre nous. Donc voilà, je pense que Ayoub, tu voudrais compléter. Un dernier mot rapide avant de lancer le... Rapidement, je voulais remercier M. Aurélien Taché, qu'il reste encore des personnes comme vous. Tu peux l'appeler Aurélien. Aurélien, ouais, qui nous aide dans nos revendications et nos démarches. On ne lâchera rien. Et voilà, on ne lâchera rien pour avoir ce BTS en contrôle continu. Il reste quelques semaines encore et je pense qu'on est bien parti. Moi, je crois que c'est une partie aussi de la manière de faire l'éducation en France que d'apprendre à se battre. C'est un pays où, tu l'as dit tout à l'heure, on est un pays où on se bat pour nos droits. Donc lâchez rien et puis on va finir par y arriver. Bien sûr, merci. Eh bien, maintenant, tout de suite, ici, la question est la suivante. Comment prendre soin de soi psychologiquement? Eh bien, la réponse, elle est toute faite par le sport. Et j'ai 2 expertes, je crois pouvoir le dire, en la matière, et qu'on va laisser arriver tout de suite. Elle s'appelle Aurélie, et j'ai avec moi aussi Julie. Voilà, elle gère des clubs fitness park à côté de chez soi, car on a tous un fitness park à côté de chez soi. Et l'autre personne, donc c'est Julie, qui est ex-membre du Comité national olympique et sportif français. Avant qu'elles arrivent en plateau, on va lancer un petit module qui va notamment aborder la question. Je m'appelle Sabrina, je suis la présidente de Foot Event, association qui crée et gère des événements sportifs à but non lucratif. Notre association est basée sur la jeunesse afin de les sensibiliser aux maladies rares ou méconnues du public. Et pour cela, nous organisons des stages de perfectionnement footballistique pendant les vacances scolaires généralement. Bonjour à tous, Maxime Ricbuch, étudiant en 3e année dans le sport business à Amos Paris. Pourquoi avoir choisi Foot Event? Tout simplement dans le cadre de mon cursus scolaire, où j'avais recherché un stage dans le sport business
plus précisément dans le monde de l'événementiel et de la communication, ce qui m'attire le plus. L'association proposant des événements sportifs se ralliant à une cause, j'ai pu tomber dessus grâce aux réseaux sociaux, donc notamment Instagram, où ils proposent des publications de qualité qui mettent en valeur leurs causes et leurs objectifs. Par la suite, j'ai pu avoir la chance de m'entretenir avec la présidente de l'association qui a su clairement me mettre en œuvre les objectifs et les valeurs de l'association. Donc par la suite, j'ai pu avoir la chance d'obtenir ce stage en ces temps durs pendant le Covid, on sait qu'il est compliqué d'avoir un stage au jour d'aujourd'hui. Et donc j'occupe actuellement le poste d'assistant communication événementielle. Donc mon rôle au sein de Foot-Event est très simple. Donc, comme je vous l'ai dit, j'occupe le poste d'assistant communication événementielle. Donc j'ai pour rôle de modifier les supports numériques. Donc par exemple, j'ai pu modifier le logo de Foot-Event sur une banderole qui était ressortie assez floue. Donc, par la suite, grâce au pack Adobe, le logo a été retravaillé et est sorti net. Je peux aussi faire d'autres fonctions comme le sponsoring, donc faire les démarches pour obtenir des sponsors et des partenaires. Alors Aurélien, comme tu viens de le voir, on a beaucoup parlé de sport, mais pas que de sport en termes de pratique, comme surtout un enjeu de santé publique. Aurélie et Julie, que j'avais annoncé en intro, sont parfaitement aptes à le savoir. Aurélie, j'avais une question qui me venait à l'esprit là tout de suite. Est-ce qu'on a des codes promo à Fitness Park quand on t'invite sur des plateaux Twitch? Avec plaisir. Ouais, clairement, Voilà. parce que j'ai énormément de membres de ma famille qui font du fitness. D'accord. Donc, c'est le Écoute, moment. si tu nous permets de réouvrir les salles rapidement et de faire passer le message, il n'y a pas de souci. Bien sûr, mais pour le coup, parfait. Aurélien, Bah, moi, ce sera peut-être l'occasion de me mettre au fitness parce que j'avoue que pour l'instant, j'avais pas encore. Mais voilà, si on gagne le combat. Jeune, dynamique, habite-toi à Cergy avec 3 fitness parks Ouais. dans la ville. Ouais, non, je suis pas bon élève. Je suis pas bon élève. eh ben, juste, C'est vrai aussi. Bon, alors Sergi, l'Assemblée, en plus, je pourrais faire du fitness tout le temps si je voulais. Bon, ok. eh bien, justement, Aurélie, j'aimerais savoir en fait ce qu'il en est du coup des salles de sport. Est-ce que tu es tout simplement optimiste ou pessimiste sur une réouverture possible à venir Bah, optimiste, c'est vrai que c'est difficile maintenant de l'être, même si de nature, on est beaucoup de gérants de fitness à l'être. Mais c'est vrai qu'on est fermé quand même depuis mars 2020 et qu'on n'a réouvert que 3 mois. Donc ça veut dire que ça fait 11 mois qu'on est fermé. On n'a aucune date de réouverture, aucun espoir. Enfin, je veux dire, on n'a pas de perspective. Et ça, c'est très difficile, aussi bien pour nous en tant que gérants que pour nos adhérents ou même pour nos salariés. Donc, psychologiquement, déjà, rien que ça, la reprise du travail, la reprise du sport, tout ça, on ne sait pas. J'ai le souvenir, Aurélien, que tu étais passé dans un fitness park il y a quelques temps et que tu avais tenu des propos. Est-ce que tu penses que est-ce que tu penses que c'est un peu joué? Est-ce que tu penses que les choses vont s'accélérer? C'est quoi ton état d'esprit sur le sujet? Non, c'est pas évident. On a effectivement pu échanger avec tous les réseaux de salles pour vraiment essayer de faire comprendre qu'il n'y avait pas de raison de considérer que tout un tas d'établissements, je sais pas moi, j'en veux à personne, je suis pour, mais les fleuristes, les jeux vidéo, etc. pouvaient être ouverts et pas les salles de sport, parce que les salles de sport, on va en parler, parce que les questions qui se posent, c'est oui, mais est-ce qu'on peut faire les pratiques sans risquer de transmettre le virus, etc. La réponse est oui, mais en plus de pouvoir faire ça en sécurité, ça rend un énorme service en fait à la société. On parlait tout à l'heure de ce que les jeunes vivent en ce moment. Les conditions d'études sont stressantes, il y a vraiment un avenir qui est un peu bouché, et en plus maintenant les jeunes ne peuvent même pas aller faire de sport, les jeunes et tout le monde d'ailleurs, mais en particulier les jeunes, et ça va pas du tout, parce qu'en fait c'est des problèmes de santé supplémentaires pour l'avenir. On a déjà des hôpitaux qui sont saturés à cause du Covid. On a déjà vraiment une pratique sportive en France qui est insuffisante, mais je suis sûr que Aurélie comme Julie vont nous en parler. Et là, on est carrément à l'arrêt, quoi, avec des jeunes qui ne reprendront peut-être même pas le sport en salle, mais même en club à la rentrée. Et ça va pas du tout. Donc voilà, moi je me suis mobilisé pour ça. On a écrit au Premier ministre, on était nombreux d'ailleurs, un certain nombre de députés, de sénateurs, enfin on a vraiment voulu faire passer ce message, parce qu'en réalité, avec des masques appropriés, et il en existe, et peut-être Aurélie nous en parlera, on peut avoir cette pratique en sécurité.
les salles peuvent être aérées correctement. Il faut prévoir ce qu'il faut. Il y a des purificateurs d'air qui existent, il y a des choses comme ça. C'est vrai qu'en France, on comprend que le gouvernement a du mal à se saisir de ça parce qu'on n'a pas été capable de les mettre dans les salles de classe des écoles quand ça se faisait en Allemagne et que ça permettait justement d'avoir des cours pour les enfants en sécurité. Donc c'est tout ça qu'il faut faire bouger comme pratique. Puis un dernier mot, c'est en fait, il ne faut pas mépriser le sport en salle, etc. Et moi, je pense qu'à un moment, chez les hauts fonctionnaires, chez une partie des gens aussi qui prennent les décisions, il y a l'idée de se dire, ouais, ça va, on va pas... c'est quoi? C'est pour être beau gosse à la plage cet été. Donc, on peut attendre un peu. Le body summer, bah non, ça existe. ouais, c'est ça, le body summer. Tu sais que je t'ai dit que j'avais pas été en cours tout le temps, donc l'anglais, c'est pas... Voilà, mais non, mais on peut pas considérer le sport comme ça. En fait, c'est juste pour plein de gens quelque chose d'extrêmement important pour la santé mentale, physique, et juste là, on passe à côté du sujet, en fait. Julie? Non, mais je pense qu'il y a déjà plein de choses qui ont été dites. Moi, c'est vrai qu'on a parlé un peu des salles de sport et c'est hyper important. Je pense que c'est important aussi de rappeler qu'il y a aussi les clubs associatifs qui sont, pour le coup, qui sont touchés, comme les salles de sport, par le ralentissement et par l'interdiction de certaines pratiques. On a toujours fait front avec les salles de sport parce que ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, la pratique d'une activité sportive régulière, c'est un élément qui est hyper important, déjà parce que ça permet aussi de mieux se défendre contre des virus comme la Covid, ça permet de développer les défenses immunitaires. C'est important parce que c'est pour des raisons d'équilibre psychique, on en a parlé tout à l'heure. C'est important aussi pour se sentir bien dans son corps, et c'est important aussi pour développer le lien social. Aujourd'hui, dans les quartiers, dans les zones rurales, les clubs, les associations, elles ont un vrai rôle, un rôle social, d'inclusion. C'est souvent ce qui reste quand les services publics ont fermé. Et aujourd'hui, en fait, tout ça est empêché. Et donc, c'est aussi un enjeu, je pense, pour le gouvernement. Et on sait que les parlementaires, dont Aurélien Taché, Émilie Cariou, Guillaume Chiche font partie, ont vraiment poussé ça parce qu'il faut absolument que le gouvernement prenne la mesure de ce qui est en train de se passer, l'absence de pratiques sportives pour les jeunes. Alors, il y en a quelques-uns qui peuvent, les clubs de foot peuvent encore un peu fonctionner, mais les clubs de judo, les clubs de basket, de volley, de gymnastique, tout ça, il y a plus de pratique. Il faut aujourd'hui qu'il y ait un vrai sursaut parce que on a déjà des jeunes qui sont en moins bonne situation, en moins bonne santé qu'il y a quelques années. On a 15% de jeunes en surpoids, d'enfants en surpoids aujourd'hui. Il faut pouvoir, pour vous donner un exemple, en 1960 c'était 3%, on est à 15% de jeunes en surpoids aujourd'hui. Demain, si on fait rien, si on n'apprend pas à ces jeunes que c'est important aussi de faire du sport, de se dépasser, de se bouger, on aura des jeunes, des adultes demain en mauvaise santé. Donc cette bombe à retardement, c'est aujourd'hui qui est en train de se jouer, et donc il faut avoir des messages politiques forts pour dire retournez dans les clubs, c'est important pour votre santé et c'est important aussi pour vous sentir bien dans la société, pour vous faire des amis, pour aussi avoir ces liens qui sont essentiels. Surtout que la pratique du sport, finalement, en fait, elle protège, enfin, je schématise, je résume un peu, mais elle protège du Covid, faire du sport quotidiennement dans les salles, tout ça. En fait, c'est plus un agent protecteur vis-à-vis de ce virus qu'autre chose, en fait, qu'un moyen de l'accélérer. Donc, je ne sais pas pourquoi, en plus de ça, les salles ferment et au-delà de ça, les centres commerciaux sont longtemps restés ouverts, même si maintenant ils sont fermés, mais ils sont longtemps restés ouverts. J'aimerais avoir ton avis là-dessus. En fait, je crois que tout est dit. Et surtout, on peut parler beaucoup des bienfaits du sport parce qu'on peut en parler même sur le travail. Par exemple, une entreprise qui fait faire du sport à ses salariés, c'est 40% d'absentéisme en moins, par exemple. Effectivement, aujourd'hui, vu que toutes les salles sont fermées, les associations sportives, il y en a beaucoup qui sont fermées. Je dirais combien à peu près en termes de pourcentage sont fermées? En fait, toutes les associations, tous oui, les même clubs pour les adultes. pour les adultes qui font du sport en salle, à l'intérieur, tous les sports, que ce soit la boxe, la gym, etc., l'escrime, ne peuvent pas pratiquer. Donc il n'y a que le foot, et encore, il faut que c'est selon des règles assez strictes, donc c'est très faible. Donc du coup, en fait, c'est vrai qu'on avait fait une avancée depuis des années. En fait, on a augmenté l'activité physique quand même. L'activité physique pour tout le monde. On a essayé de la démocratiser. Il y a de plus en plus de salles de sport. Quand nous, on est arrivé sur le marché du fitness, moi, je me souviens, il y avait 5,5% de taux de pénétration en France dans les salles de sport. Aujourd'hui, on est monté à 9, d'accord? Mais ça fait un an
que les salles de sport sont fermées. Les enfants, en fait aussi, on est d'accord que le sport se commence petit, d'accord, pour pouvoir prendre l'habitude de faire du sport. Et quand on perd l'habitude de faire du sport, c'est bien plus difficile de reprendre l'habitude. Je ne sais pas si je m'exprime très bien, mais en tous les cas, en gros, là, on est en train de faire un recul en arrière énorme. Et je me demande ce que ça va être à notre réouverture. Est-ce que effectivement on va avoir un boom et là du coup tout le monde va vouloir se rattraper, ou est-ce que les gens vont plutôt avoir l'habitude, par exemple notamment les jeunes, de revenir sur leurs écrans, parce que nous par exemple c'est difficile, hein. Là on ouvre aujourd'hui pour les, vous savez, les affections de longue durée, d'accord? Donc il y a quelques salles de sport qui sont ouvertes pour les affections de longue durée. Mais aujourd'hui nous on a sorti quelques personnes du chômage partiel. Les jeunes ça représente 85% de nos salariés en moins de 30 ans, d'accord? Et c'est 70 000 emplois à peu près dans les salles de remise en forme. Donc, vous vous rendez compte du nombre de personnes qui sont sans activité et qui ont du mal à revenir à la salle pour travailler parce que, en gros, ils sont habitués à rester chez eux, à être sédentaires et aussi à déprimer, en gros. Aurélien? Ouais, et c'est vrai que ce que tu évoques, Aurélie, sur la question de l'emploi aussi, c'est super important. Moi, je vois rien que dans le département du Val d'Oise, c'est des centaines d'emplois qui sont mis en cause avec la fermeture des salles. C'est effectivement une crainte, hein, mais c'est ce qu'on disait, que finalement en septembre, si ça va mieux sur le plan du Covid, les gens ont perdu l'habitude de venir, que la pratique ça se baisse, qu'on ait moins de licenciés dans les clubs, qu'on ait moins de gens qui viennent en salle. Et tout ça, c'est des problèmes pour demain. C'est effectivement, on sait que l'obésité chez les jeunes, ça continue, que les problèmes, les problèmes mentaux, on en a beaucoup parlé, et que si on n'est pas capable de prendre ça à bras le corps, quand on aura fini la crise du Covid, on va avoir plein de gens qui vont décompenser en fait, et qui vont se retrouver dans les hôpitaux pour des pathologies de ce type-là. Donc oui, le sport, c'est évidemment du plaisir, mais c'est aussi quelque chose de vraiment bon sur le plan de la santé, c'est aussi quelque chose de vraiment important sur la question du lien social, je suis d'accord. Sur l'attention, la concentration. Donc c'est vraiment pas à prendre à la légère en fait. Et moi je suis content qu'on ait considéré que la culture n'était pas à prendre à la légère et qu'il fallait ouvrir les librairies. Ça s'est pas mal bougé il y a quelques temps. Moi j'étais aussi favorable à ça. Pourquoi on n'a pas la même logique pour le sport? Voilà, c'est ça la question que je voudrais qu'on se pose. Peut-être Madame Bachelot s'est mobilisée énormément sur et peut-être à parler là-dessus aussi. Elle se remet là. Comment? Elle se remet tout doucement. Et elle s'est positionnée. Oui, maintenant c'est. Je veux dire que la ministre des Sports a peut-être moins parlé. Bon, il faut qu'elle. Voilà. En fait, c'est vrai qu'on a besoin d'un vrai positionnement et c'est important pour nous, en fait, d'avoir effectivement à la tête de nos ministères, vous savez, des gens qui se positionnent, des gens qui sont passionnés. Et aujourd'hui, c'est 500 salles de sport confirmées. Et à la deuxième vague, ça va peut-être être plus du double. Et en gros, on va se retrouver avec un milieu qui va dépérir, et ça nous fait vraiment très peur. Voilà. Moi, je lance un appel à Emmanuel Macron, nommer Aurélie ou Julie ministre des Sports, et ça va mieux se passer parce que là, effectivement, il y a peut-être un peu. Il faut mettre des moyens aussi, hein. Attention. Parce qu'en fait, il y a aussi, on a parlé il y a effectivement un enjeu d'emploi, l'emploi associatif, l'emploi dans les salles de sport, et ça c'est hyper important. Moi, je pense que par rapport à la culture, il y a un vrai sujet aujourd'hui. Pourquoi est-ce que la culture est davantage considérée, a davantage d'aide? Parce que elle est représentée par des gens qui ont de l'entre-gens, qui ont leurs entrées dans les ministères. Et nous, le sport, on est un peu perçu comme effectivement, on oppose souvent la culture et le sport, les intellos et puis ceux qui savent faire que du sport. C'est totalement faux. L'un ne va pas sans l'autre. D'ailleurs, il y a plein d'hommes politiques qui font du sport. Simplement, ils ont un peu les moyens de se payer des coachs perso. Et ça, c'est peut-être un peu un sujet. C'est qu'aujourd'hui, on parle de la culture populaire. Là, on parle du sport populaire. On parle des quartiers. On parle de comment est-ce qu'on peut aussi donner des moyens. Parce que le sport, c'est aussi un vecteur d'émancipation. Faire du sport, c'est aussi se construire en tant qu'individu. C'est aussi se sentir bien dans ses baskets, pouvoir aller faire ses études, trouver un emploi, avoir confiance en soi. Et ça, il ne faut pas que ce soit réservé qu'à une élite. Il faut qu'aujourd'hui, les gamins qui grandissent à Cergy, à Argenteuil, ailleurs, puissent avoir aussi les moyens de se dire moi, je veux me construire en tant que personne, le sport m'aide et je veux être quelqu'un plus tard. Et donc c'est aussi, il faut arrêter d'opposer culture et sport. Il faut que les deux puissent aller de pair. Il faut qu'il y ait des mesures pour les deux, et il faut aussi que pour cela, le gouvernement y mette les moyens pour dire retournons faire du sport dans des clubs, dans des salles, aidons les familles à prendre des licences, à prendre des abonnements, mais refaisons du sport.
D'ailleurs, tu voulais que Julie et Aurélie aient des ministères. Moi, si je peux juste gérer ou avoir une pizzeria, c'est tout ce que j'ai envie, une petite pizzeria. Voilà. Justement, Julie, je rebondis sur ce que tu disais. L'inclusion par le sport, c'est hyper important. Mais d'ailleurs, c'était une des questions que j'avais notées. J'ai l'impression que c'est pas une priorité et pas une priorité politique, ce qui est encore plus grave. Ça pourrait être une priorité sociale, mais c'est pas une priorité politique. Comment tu le vis? Comment tu le considères? Je pense que c'est une erreur parce qu'en fait, aujourd'hui, je veux dire, on a déjà vu un peu les limites de ce que le système scolaire seul peut aboutir. Je pense que les clubs de sport et le sport en général, ce sont des outils qui doivent être mis au service justement du potentiel des jeunes. Le sport, c'est aussi un moyen pour révéler des individus. Il y a des associations qui le font. Moi, je fais du bénévolat dans une asso qui s'appelle les Carnets de Joe, qui aide justement les jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville, donc dans des quartiers qui ont plus de difficultés sociales, à apprendre la lecture, par exemple. On va faire des petits livres comme ça pour apprendre en fait, aider les enfants à apprendre à lire, à écrire, en s'amusant autour des valeurs du sport, de la découverte d'un sport. Voilà, ils vont s'intéresser différemment et ça va leur permettre aussi d'apprendre des choses. C'est aussi valable après quand on grandit. Il y a des associations, moi je fais aussi partie de l'agence pour l'éducation par le sport, qui travaillent pour valoriser les compétences qu'on acquiert en faisant du sport, en étant bénévole, entraîneur, etc. Et en fait, c'est des vraies compétences, qu'on soit athlète de haut niveau, entraîneur, coach, bénévole ou pas, on développe des vraies aptitudes qui peuvent être valorisées derrière dans la société, dans des entreprises. Il faut pour cela qu'il y ait une vraie volonté politique. Il y a des entreprises qui le font, qui commencent un peu à s'ouvrir à cette valorisation des compétences, à ce CV un peu sportif, un peu différent. Et en fait, c'est une vraie richesse pour l'entreprise de s'ouvrir à ces parcours-là, à ces personnes qui ont des parcours de vie différents. Et c'est hyper chouette, c'est hyper valorisant pour les jeunes, pour les boîtes. C'est vraiment aussi des synergies à créer. Alors, en conclusion de ce débat qui est pour le coup vraiment passionnant, comme tout ce qu'on s'est dit ici depuis a priori 1 heure maintenant, que le temps passe vite, j'aimerais que vous concluiez, si ça se dit en français, en un mot, une petite phrase, la question qui vient de m'être posée là par Drizzy CSGO, qu'on salue, hein, pour le coup, peut-être modifier un peu ton pseudo pour le rendre un peu plus simple à lire. Bonjour à tous, quels autres, notamment bonjour Aurélien Taché, quels autres conseils auriez-vous à nous donner pour mener à bien ce combat? Il faut aussi aller voir vos élus dans les villes concernées. Il faut aller... Vous savez, les élus, c'est simple. Hein, s'ils ont leurs habitants qui viennent leur dire « nous, c'est vraiment ça qu'on veut ». Donc, vous allez devant le bureau de la permanence du député, vous allez devant la mairie et vous dites « nous, ce qu'on veut, c'est que la salle, elle rouvre. Nous, ce qu'on veut, c'est que le club, il rouvre. » Et vous allez voir, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui va descendre et qui va dire « attendez, on va discuter parce que... » Voilà, donc la lutte politique, c'est comme ça que ça se mène. Hein, c'est sur le terrain, il faut aller voir les gens qui décident et faire pression. Moi, honnêtement, j'avais conscience des choses, mais pas à un point suffisant pour me bouger avant que vous me contactiez. Et à Cergy, il y a des salles qui m'ont appelé, des responsables de salles qui m'ont dit non, mais là, juste, on n'en peut plus, en fait. On a vraiment besoin de réouvrir. Il y a plein de gens qui veulent venir. Ça va pas du tout. J'ai regardé parce qu'effectivement, j'ai été interpellé. Et puis après, voilà, j'ai engagé une action. Donc, continuez comme ça. Dans les villes où ça s'est pas fait, il faut le faire. Et normalement, en principe, si vous avez un maire ou un député qui fait à peu près son taf, il devrait vous recevoir. Moi, j'essaye, mais voilà. Aurélie, peut-être une phrase très courte, et puis après Julie qui conclut, et puis après on passe à la partie... le sport n'est pas essentiel, mais indispensable. Et je pense que tout le monde a besoin de faire du sport, et on doit tous réouvrir pour le bien des Français. Voilà. Julie? Moi, je veux juste pointer qu'on a un enjeu dans quelques années. En 2024, on organise les Jeux Olympiques. Et 3 ans avant, on a des salles de sport fermées et des clubs de sport fermés.
Voilà, je pense qu'il est un peu temps qu'on prenne la mesure des choses et dire voilà, faites du sport, au moins 30 minutes de sport par jour pour les enfants. C'est indispensable. Ça fera pas que des champions olympiques, ça fera aussi des adultes demain bien dans leur peau. Là, tu m'inquiètes parce que vu le nombre de médailles qu'on a déjà les autres années, là, je me dis ça va vraiment être catastrophique. Mais bon, ok, on va. Il n'y a pas que les médailles qui comptent. Le parcours est important. Attends, ils peuvent courir dehors. Ils peuvent. C'est vrai. Attends, mais moi j'ai l'impression quand même d'être un hors-la-loi quand je cours dehors. Mais bon, ça c'est une... Ouais, mais sûr, ça moi ne aussi. suffit pas et Il c'est faut pas que tu bon pour slalomes tout le monde. entre les personnes dans les parcs. C'est une autre histoire et si je me fais choper par les keufs, attention. Pour le coup, merci infiniment. Ouais, merci à toi. Julie, vraiment. Merci à vous surtout. Merci. Vous êtes à la maison, vous revenez quand vous voulez, évidemment. Petite pause pour vous dire que c'est du 100% kiff, c'est de la 100% vibe, c'est du 100% plaisir ce soir. N'hésitez pas à poser vos questions en direct à Aurélien Taché qui est avec moi. C'est notre steak, on peut le manger. N'hésitez pas à le cuisiner comme vous voulez. Et avant qu'on parle de précarité alimentaire, qui sera notre dernier sujet. Merci infiniment, mesdames. Vous pouvez vous Merci lever. à vous. Merci infiniment. Et à Merci. très bientôt. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Mais c'est avec plaisir. Aurélien, à nous deux. Ouais. Avant qu'on passe au sujet numéro 3, moi j'ai une question mais genre qui est ultra simple que j'ai envie de te poser. Vas-y. Comment tu te sens en ce moment dans tes combats, dans ce que tu fais, comment Aurélien Taché se réveille le matin? Est-ce qu'il se réveille énervé avec la rage au ventre ou est-ce qu'il se dit je vais diplomatiquement mener tous mes combats en espérant que ça fasse avancer le débat? Non, je suis assez énervé, je suis assez en colère. Je me dis vraiment que il y a beaucoup de choses qui déconnent complètement. Après, le seul truc qui me rassure, c'est quand je vois finalement comment chez les jeunes, comment avec tous ceux que je peux rencontrer, parce que je rencontre pas mal de monde dans le cadre de mon mandat de député, il y a beaucoup de gens qui se rendent compte de ce qui ne va pas, qui a envie que ça bouge, qui a envie que ça change, et ça fait se sentir moins seul. En fait, le problème, il est simple, c'est qu'il y a un décalage entre ce que vivent les gens, ce que ressentent les gens, et ce que malheureusement leurs élus, ceux qui aujourd'hui sont censés les représenter, peuvent parfois faire, en comprendre, etc. Je ne dis pas qu'il y a plein de gens qui essayent de faire leur boulot correctement dans les élus, mais par rapport à ceux qui dirigent vraiment, ceux qui ont les manettes aujourd'hui, Emmanuel Macron, ses amis, etc. Ouais. Là, je dis, hein, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Je ne sais pas comment ils peuvent ne pas le voir. Soit on ne vit pas dans le même pays, on ne vit pas sur la même planète, parce que voilà, enfin, le thème de la jeunesse de ce soir, c'est peut-être le plus important. Je veux dire, à un moment, quand dans un pays, les jeunes souffrent autant, il y a quelque chose qui doit vraiment nous interroger. Donc ouais, je suis plutôt la rage. Et en même temps, je me dis, à un moment, ça va réveiller cette génération aussi, qui n'est pas endormie, hein, mais qui va peut-être se dire, bon, finalement, la politique, ça nous a toujours un peu gonflé, mais c'est peut-être le moment de s'y mettre. Et moi, c'est un peu le but de mon engagement. Ouais. Je me suis engagé pour que d'autres s'engagent et pour que ce ne soit pas toujours les mêmes. Ouais. D'ailleurs, revenons-en à Twitch. Il y a une question qui est assez intéressante, dont on avait déjà parlé par le passé. C'est un certain Rick de TWD, qu'on salue aussi. À quand Aurélien Taché président de la République? Et déjà, je suis coprésident d'un parti déjà, ça politique, commence bien. voilà, qui s'appelle les Nouveaux Démocrates. Ça me va très bien pour l'instant. Donc, si vraiment il y en a qui se disent qu'il faut que les Nouveaux Démocrates, pas spécialement moi, prennent une place plus importante, ces idées, ce que je défends et ce qu'on défend avec Émilie Cariou ou tous les autres, parce que c'est ma coprésidente, et je la salue d'ailleurs ce soir, je pense que ça regarde. Salut, venez, et puis on trouvera le moyen de mettre quelqu'un qui nous convient dans ce fichu palais à l'Élysée. Ça, c'est un peu de la langue de bois. On a forcément envie, quand on est président ou coprésident d'un parti, de vouloir porter haut ses convictions, ce vers quoi on est entré en politique, ses engagements. Donc forcément, ça doit trotter quelque part dans la tête. Ouais, moi député c'est bien, hein, diriger un parti c'est bien, je peux peut-être faire d'autres choses plus tard, mais je tiens pas à tout prix à être président. Par contre, ce que je veux, c'est que nos idées passent, et puis voilà, j'attends l'appel du peuple, donc allez-y et on verra après. Eh ben très bien, on en revient justement en direct, n'hésitez pas à poser vos questions avec notre troisième et dernier thème, car toute bonne chose a une fin, sur la précarité alimentaire. J'ai avec moi, et vous allez pouvoir rentrer, Valentin 16, responsable des relations extérieures à Linky, tu vas nous en parler, et Louis
Boyard, qui est influenceur politique et étudiant militant. Bah oui, c'est un grand nom, mais c'est celui qu'on a choisi. C'est celui qui te définit peut-être le mieux. Ça me va, hein. Oui, voilà, très bien. Et on va parler. Alors, qu'est-ce que ça vous... Alors, est-ce que j'aimerais que tu présentes un peu Linky, et après je laisserai Aurélien en parler, Linky à nos spectateurs. Ouais, très bien. Donc, bonjour à toutes et tous qui nous regardent. Merci pour l'invitation. Linky, on existe depuis 5 ans. On part du constat qu'il y a 10 millions de tonnes d'invendus alimentaires en France chaque année, toute chaîne de la production comprise. Et aujourd'hui, on est à 8 millions de personnes qui vivent sans avoir de quoi manger matin, midi et soir. Donc l'idée, c'est de pouvoir simplement payer ces invendus et ces personnes qui en ont besoin. Donc depuis 5 ans, on récupère tout ce qu'on peut récupérer et on les apporte dans les associations d'aide alimentaire. Donc on est présent sur le terrain et l'été dernier, en 2020, on a vu que de plus en plus, il y avait des jeunes, des étudiants qui venaient dans les files d'attente de ces associations-là. Et donc à l'été, on a monté un dispositif avec les pouvoirs publics, la ville de Paris, vu qu'on est à Paris et en Ile-de-France aujourd'hui. Et on a commencé à faire des distributions de colis alimentaires pour les étudiants qui en avaient besoin. On a commencé dans le sud de Paris, puis les besoins ont rapidement grandi. On a fait des distributions ensuite dans le nord de Paris, dans l'est de Paris, et puis depuis janvier, dans toute l'Île-de-France, dans toutes les universités et résidences universitaires, pour pouvoir faire, apporter une aide alimentaire à toutes celles et ceux qui en ont besoin. Ouais, Linky, ce qu'ils font, c'est super. Moi, j'ai été les voir à Cergy, on s'est vu il n'y a pas longtemps, parce qu'effectivement, faut voir ce que c'est que les files d'attente. On les a vus un peu, il y a un certain nombre de médias qui les ont reliés, mais c'est quand même impressionnant de voir le nombre d'étudiants qui viennent chercher sacs de pommes de terre, des choses vraiment basiques, quoi. Ça fait un peu flipper. On a déjà eu un peu peur ce soir sur pas mal de sujets, mais là, je pense que c'est le summum. C'est maintenant, il y a des étudiants qui n'ont plus de quoi manger. Et ce que vous faites, c'est super. En plus, il y a toute une dimension aussi recyclage, collecte. Tu en as parlé, tu nous expliqueras. Mais moi, je trouve que vraiment, quand je suis arrivé dans l'entrée de la fac de Cergy, que je vous ai vu installer, que j'ai vu le nombre de gens qui venaient, je me suis dit vraiment, je n'avais pas connu ça moi quand j'étais étudiant il y a une bonne dizaine d'années. J'avais jamais vu ça. On a toujours eu des étudiants qui étaient en galère, etc. Mais là, vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Et donc voilà, il faut encourager ça, faut vous soutenir, faut aussi se demander comment on fait pour qu'il y ait moins d'étudiants qui aient besoin de venir chercher de la bouffe dans vos collectes. Non, c'est vraiment top ce que vous faites. Et bon, on disait de Coluche et des Restos du Cœur il y a 30 ou 40 ans, on espère que ça va s'arrêter vite. Vous, on espère que ça va s'arrêter encore plus vite parce que les étudiants qui n'ont pas de quoi manger, c'est juste chaud. Louis, Valentin, vous vous connaissez ? Non, c'est on découvert. s'est parlé un peu tout à l'heure. Ouais. Qu'est-ce que vous vous êtes dit du coup ? Vous vous êtes présenté un petit peu, vous avez parlé un peu de... Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, du coup, ce que fait Valentin, cette question ? À la fois, je trouve ça très très bien, parce qu'il faut absolument le faire, mais aussi, je trouve ça très inquiétant, parce qu'il y a des jeunes, souvent aussi des étudiants, qui prennent du temps de leur vie pour aller aider d'autres étudiants, et c'est choquant, en fait, qu'on soit juste entre jeunes à essayer de s'entraider, parce que au-dessus, il y a l'État qui est censé nous filer un coup de main, et lui, il fait rien. Et je pense que si on veut résoudre ce problème-là, il faut poser la question en la regardant dans son ensemble. Et poser la question, il faut le demander à tous les politiques, comment un étudiant fait pour vivre en France en 2020, en 2021 maintenant. Où il vit avec les revenus que les parents peuvent lui donner un petit peu, mais du coup ça voudrait dire qu'il n'y a que les parents qui peuvent vraiment aider les étudiants, il n'y a que ces enfants-là qui peuvent y aller, donc ça pose un problème, ou sinon les étudiants doivent travailler pendant leurs études. Sauf que ce qu'on voit, c'est que par exemple pour un première année qui fait qui travaille pendant ses études, la moitié d'entre eux échouent. Donc en fait on se rend compte que ou on a les parents qui nous donnent un revenu suffisant, ou sinon on a de grandes chances d'échouer à la fac. Mais alors, elle est où l'autre source de revenus ? C'est ça le problème, c'est quand on est étudiant, c'est notre seul moyen de vivre. Alors, on a des APL par-ci, on a les bourses par-là. Là, maintenant, on a les repas à 1 €, mais moi, ça me choque en fait, parce qu'il se pose pas la question de ce que c'est que la dignité quand on est étudiant. Il n'y a absolument aucune dignité à essayer de gratter les aides sociales pour essayer de survivre. Il n'y a absolument aucune dignité à devoir aller à un repas Crous à 1 €. Mais ces gens, c'est pas de leur faute. En fait, ce dont ont besoin les étudiants, c'est d'un revenu tout simplement. Parce qu'ils peuvent pas travailler pendant leurs études, parce que tous les parents ne peuvent pas payer les études. Et si on dit que liberté, égalité, fraternité, les grands principes de la République, tout le monde est à égalité face à l'école et à l'université, alors très bien, on va donner le même montant d'argent à tout le monde, comme ça on sera à égalité, et là le pays pourra réussir à tourner correctement. Et je crois que c'est ce que tu proposes justement. Je crois que je vais te laisser ma place. Je veux bien. Le studio. Ouais, non, c'est exactement. Alors, ce que je propose, c'est ce que
beaucoup d'organisations étudiantes, lycéennes proposent depuis longtemps, notamment l'UNEF, on avait tout à l'heure avec nous. Et effectivement, nous, on a essayé de coller au plus près de ces revendications, tout en essayant aussi de faire en sorte que ça puisse être financé. Parce que voilà, moi je suis député, j'ai à cœur que ce que je propose soit réaliste. Mais en fait, il y a plein de solutions. Il y a plein de solutions. Il y a d'abord, sans rentrer trop dans les détails, mais en gros, les parents qui ont pas mal de revenus, ils payent moins d'impôts. Aujourd'hui, quand leurs enfants sont encore attachés à eux, on pourrait se dire que vaut mieux directement donner aux jeunes, quoi, parce que il peut y avoir déjà aussi, même dans les familles qui ont des moyens, etc., des problèmes dans les familles, donc il faut que le jeune puisse faire ce qu'il veut. Et puis, il faut surtout donner à tous les autres. Et là aussi, on peut trouver des solutions. Voilà, je pense que faire payer un peu ceux qui profitent de cette crise, regarder quand il y a des très gros héritages, des trop grosses transmissions d'argent, des transactions financières, comment on peut récupérer un tout petit peu d'argent pour financer un revenu pour tous les jeunes et pour l'avenir de ce pays. Ouais, ça pourrait être vraiment, vraiment bien. Donc moi, je suis d'accord. Évidemment que ce que vous faites, c'est indispensable. Évidemment non plus que c'est pas normal et que la solidarité, elle devrait passer par d'autres biais. Surtout que on va avoir des gens qui vont nous dire oui, mais moi j'ai travaillé pendant mes études. Oui, mais moi, d'accord. D'abord, on n'est plus tout à fait forcément dans les mêmes considérations. Le chômage des jeunes est beaucoup plus important. Les études deviennent de plus en plus difficiles. C'est vraiment beaucoup plus dur qu'à 20, 30 ou 40 ans d'avoir un job à côté. Et regarde du niveau de la vie et de la complexité de trouver un job ensuite, après les études, de pouvoir cumuler les deux. Et en plus, pendant cette période de Covid, c'est juste fini en fait. La plupart des gens, ils faisaient quoi? La plupart des jeunes, ils font quoi? Garde d'enfants pour les filles, souvent, aller bosser dans les restos ou dans les... parce que c'est... Je ne veux pas dire qu'il y a que les filles qui doivent garder les enfants, je veux juste dire que c'est souvent encore les filles qui le font. Mais du coup, ça, c'est plus possible parce que les parents, pendant le Covid, ils sont chez eux. Les jobs, McDo, restauration, etc., tout est quasiment fermé. Tu voulais une pizzeria tout à l'heure, voilà, donc tu n'auras pas de pizza. Et les mecs qui bossaient grâce au job dans la pizzeria, ils n'auront pas de salaire non plus. Donc tout ça est mis en cause par le Covid. Tout ça est vraiment dramatique. Moi, j'ai proposé cette loi pour qu'on ait un revenu pour les jeunes, effectivement, de manière pérenne. Il y a pas mal de grands responsables politiques qui ont dit faisons-le au moins 1 an, 2 ans. Je veux dire, voilà, je pense Yannick Jadot, Anne Hidalgo, plein d'autres l'ont dit, même François Hollande. Voilà. Donc, même François Hollande. Ouais, même François Hollande. Donc, c'est bien que c'est possible quand même. Donc, essayons de sortir un peu d'argent pour que les jeunes puissent continuer leurs études. Franchement, moi, j'en ai vu plein des jeunes qui, avant cette crise, et moi, j'ai pu être dans ce cas aussi à un moment, n'arrivaient pas forcément à avoir un projet d'études parce que déjà, c'est trop cher. Déjà, quand on vient de Saint-Pompin comme moi et qu'il faut aller à la fac à 300 km ou à 500 bornes ou je ne sais où, même une bourse, ça suffit pas. Parce qu'il faut payer un appart, parce qu'il faut payer plein de choses. Et donc, des jeunes qui veulent faire des études et qui, déjà avant cette crise, ne pouvaient pas en faire, il y en a plein. Imaginons un peu ce que c'est en ce moment et imaginons ce que c'est un pays où 20% des jeunes vont arrêter, 20% d'une classe d'âge va arrêter de faire des études parce qu'ils n'ont plus les moyens de le faire. Je ne sais pas si on imagine un petit peu ce que ça peut donner dans 30 ans. Il y a d'ailleurs une remarque qui m'a été formulée par un ou une dénommée Sunsky 972, c'est déjà un peu plus simple. J'ai fait un prêt étudiant et j'aimerais beaucoup que vous réagissiez là-dessus. J'ai fait un prêt étudiant pour faire mes études à la fac et je suis toujours là à rembourser. Du coup, ce qui indique que les prêts sont des cercueils en fait pour les étudiants aujourd'hui. Ça, c'est que la précarité étudiante, elle a toujours existé, mais là, on a basculé dans une situation qui est complètement différente. Il y a plein de situations individuelles qui ne sont pas prises en charge aujourd'hui. On a posé des questions aux gens qui viennent à nos distributions. Il y a 20% de boursiers du Crous. Pourtant, il y en a la moitié qui vivent avec moins de 50 € par mois. Donc, c'est quand même des situations individuelles qui font que aujourd'hui, on n'est pas pris en charge par le Crous. Peut-être que les APL, on n'y a pas le droit pour telle ou telle raison. Peut-être que les parents, ils ont de l'argent, mais on n'est plus en bon terme avec eux. Il y a plein de raisons qui font que aujourd'hui, on se retrouve avec un prêt étudiant, par exemple, et on travaillait au McDo, on travaillait au bar, on faisait des cours le soir, on ne peut plus le faire. Et puis on se retrouve avec aucune situation et on doit continuer à faire comment on peut faire des bonnes études si on pense tous les soirs au prêt qu'on doit rembourser, si on pense au fait qu'on va devoir sauter un repas ou réduire ses portions le soir parce qu'on n'a juste pas de quoi se nourrir, qu'on tombe dans la dépression et que le chèque aide psychologique, c'est pas une solution, que le repas du Crous à 1 €, donc le resto Crous qui est à 50 bornes, c'est pas une solution. Bref, il y a vraiment des problématiques qui sont très emmêlées et ça, le prêt bancaire, c'est juste une situation parmi d'autres.
C'est pas tout à fait vrai que de dire que la précarité étudiante, il y en a toujours eu, parce qu'à l'époque, au moment où on a commencé à créer les universités, c'était les fils d'avocats, les fils de médecins, enfin c'était la bourgeoisie en fait, c'était ces enfants-là qui allaient à l'université. Ce qui a changé maintenant, c'est que l'université, c'est entre guillemets beaucoup plus normalisé, c'est-à-dire que quelle que soit la classe sociale, tout le monde est censé pouvoir l'atteindre. Sauf que l'université, elle, n'a pas évolué, et donc du coup, les questions des revenus des personnes qui étudient, ça n'a pas évolué non plus. Donc il est là aujourd'hui le problème, et la question du prêt, ouais, c'est horrible, parce que c'est les personnes qui ont le moins d'argent, qui doivent du coup s'endetter et donc du coup se donner une charge de plus. Et puis si à notre âge, on se pose aussi la question de l'avenir. J'ai fait un prêt étudiant et je me dis, mais quand je vois l'état du monde aujourd'hui avec une pandémie, que je voyais l'Australie brûler et qu'on se demande, mais comment on va finir notre monde plus tard, il y a aussi toutes ces questions de l'avenir de notre planète et de notre place à l'intérieur. Et c'est incroyablement anxiogène. Et encore une fois, il n'y a qu'une seule solution, c'est de cesser cette hypocrisie que de dire, oui, il faut travailler, oui, il faut vivre avec les revenus des parents et juste accepter qu'un étudiant, il doit travailler à peu près 30 heures minimum par semaine pour réussir à avoir son année et lui donner les moyens de le faire. Et là, on n'aura plus besoin de ces prêts-là. Les prêts étudiants, c'est ce qu'a proposé En Marche comme réponse à la crise qu'on vit. Stanislas Guerini qui nous explique que plutôt que d'aider les étudiants, il faut aider les banques, en fait, en créant un nouveau prêt pour qu'elles puissent avoir une offre diversifiée. Non, mais voilà, c'est pas du tout la société qu'on veut. On se rappelle très bien, on n'en est pas encore là, mais on se rappelle très bien ce qui s'est passé aux États-Unis quand justement il y a eu et ce qui se passe encore d'ailleurs, il y a eu cette généralisation des prêts avec des étudiants qui s'endettent, avec des banques qui ensuite font bouger les taux, avec vraiment une jeunesse qui se retrouve complètement à la gorge, quoi, tout simplement. Et donc ça, il faut vraiment que ça s'arrête. Il n'y a pas d'âge pour être pauvre, en fait. C'est ça qu'il faut que ce gouvernement comprenne. Il n'y a pas d'âge pour être pauvre. On peut être pauvre quand on est jeune. C'est pas moins dur, en fait. C'est pas moins dur. C'est même assez, c'est vraiment assez terrifiant quand on se dit que déjà dès 20 ans. Donc là, on parle de la situation des étudiants. Il y a aussi tous les jeunes de France parce que même quand on n'est plus dans les études, il n'y a pas non plus de RSA d'ouvert. Il n'y a rien. Donc ça peut être vraiment très dur de se retrouver comme ça à 20 ans. Moi, je vous l'ai dit au début de l'émission, j'ai pas mal bossé sur les sujets d'exclusion dans ma vie. Les gens qu'on voit aujourd'hui arriver dans les centres d'hébergement d'urgence, là où viennent les gens qui sont à la rue, en fait, ils sont de plus en plus jeunes, ils sont de plus en plus largués dès 18 ou 20 ans. Et ça, c'est juste flippant pour la suite et il faut vraiment que ça bouge. Il y a une remarque assez cocasse et plutôt bien trouvée de Zayed Yassine qui nous dit « Des droits étudiants d'autrefois sont devenus des patrimoines aujourd'hui, malheureusement ». Les droits étudiants d'autrefois sont devenus des patrimoines aujourd'hui. Ouais. C'est peut-être ça qu'il faut justement bouger. Donc moi, je propose qu'on prenne un petit peu plus sur les patrimoines d'aujourd'hui pour donner un peu plus de droits aux étudiants. Je pense que ça s'applaudit, ça. Hein, ça doit pouvoir se faire. Ça doit pouvoir se faire. Il y a un chiffre dont je ne sais pas si c'est ta record, mais en tout cas, il est gravissime. C'est 31% des étudiants qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, ce qui est énorme. Qu'est-ce que ça vous évoque, tout simplement ? On connaît, hein, c'est bon, on le vit, quoi. Et puis, c'est ça aussi le truc, c'est que la galère étudiante, c'est presque devenu normal aujourd'hui. Il y a par exemple, on applaudit par exemple. Ça se devient dans l'imaginaire collectif. Mais oui, dans l'imaginaire collectif, on applaudit en fait le fait que, oh là là, l'État a accepté de donner des repas à 1 euro à des étudiants. On applaudit une femme qui est adorable d'ailleurs, qui a fait un compte Instagram pour apprendre aux étudiants à faire des recettes pas chères. Et donc du coup, par exemple aussi, Linky, c'est ça, c'est. Tout le monde n'applaudit pas, si tu me permets. Si je clairement. Mais par exemple, Linky, par exemple, c'est des super initiatives, mais en fait, elles ne devraient pas exister. Et ce chiffre-là, il va continuer d'exploser, parce qu'on pense là actuellement au Covid, mais plus tard, il va falloir rembourser tous les crédits, ils vont vouloir rembourser tous les crédits qu'ils ont fait pour pouvoir financer tout ce qu'ils ont fait pendant le Covid. C'est l'université qui va trinquer. Et là où les étudiants vont avoir un besoin d'aide de l'État, l'État va se désengager. Et donc ce chiffre de 31, il m'impressionne pas du tout. Ce qui va m'impressionner, c'est le chiffre qu'on aura dans 3 ans. Ouais, il y a 2 choses que je voudrais redire au-delà de ce qu'on a dit sur le fait qu'il fallait effectivement continuer à aider ceux qui en ont le plus besoin et puis imaginer un revenu. Il y a la question des appartes et il y a la question de la fac elle-même. Parce qu'effectivement, il y a la question du revenu, mais il y a la question du logement aussi qui devient très très compliqué pour les étudiants. Ça, il va vraiment falloir qu'on regarde un peu mieux comment ça se passe. Moi, à Cergy, par exemple, énormément d'étudiants sont obligés de faire
grosses colocations, ça va pas du tout avec les voisins, enfin ça, parce qu'évidemment, bah ouais, quand on a 20 ans, qu'on est dans une coloc à 12, etc., dans un quartier un peu populaire où tout le monde se lève tôt le matin pour aller bosser, bah ça frotte un peu, quoi. Et ça va pas du tout, donc il va vraiment falloir regarder comment on traite cette question du logement. Et puis, effectivement, il y a aussi la question de la fac elle-même, parce que l'enseignement supérieur aujourd'hui, c'est quand même le parent pauvre des services publics français. Enfin, il y a très peu de moyens qui sont mis. On s'inquiète beaucoup pour nos soignants, on s'inquiète beaucoup pour l'hôpital et on a raison. Mais juste les facs, c'est pas bon du tout non plus. On a 3 fois plus d'argent qui est mis pour un étudiant qui fait des grandes écoles, c'est très bien pour ceux qui peuvent les faire, moi j'ai pas de problème avec ça, que pour un étudiant de fac. Donc l'étudiant, il est en galère, il sait pas s'il va pouvoir poursuivre son année de fac, et en plus il sait même pas s'il arrive au bout, si ça va lui donner un job, parce que la qualité de la fac en fait, elle n'est pas forcément suffisante. Et quand on parle de long terme, c'est ça qui me fait penser à ce que tu disais, je me dis que cette question-là devrait aussi être un petit peu prise au sérieux, et malheureusement, voilà, Frédérique Vidal préfère chasser les islamo-gauchistes que renforcer les chercheurs et le niveau de la fac, et donner à manger aux étudiants. C'est un petit peu dommage. En un mot, je passe à la question suivante. Quand je parle des questions des revenus, bien sûr, il faut donner des revenus aux étudiants. Moi, je pense peut-être supérieur au seuil de pauvreté, parce que juste au seuil de pauvreté, ça reste triste. Mais l'exemple des logements, c'est aussi autre chose sur lequel l'État peut agir. Par exemple, en encadrant les prix des loyers. Parce qu'aujourd'hui, quand on est jeune, on est soumis à la même concurrence qu'une personne adulte qui a un travail. Et puis, autre chose qui est incroyablement humiliant, c'est le système des garants. Il faut avoir un garant, trouver quelqu'un qui accepte de se porter caution pour nous, de nous faire confiance pour trouver un appartement. Mais quand nos parents ne peuvent pas, c'est humiliant de devoir aller chercher quelqu'un et de faire la mendicité pour avoir la confiance. Ça aussi, il faut y mettre fin. Parce que dis-le, c'est quoi en région parisienne? Il faut avoir des parents qui gagnent à peu près 3 fois le prix du loyer. Donc tout le monde n'a pas des parents qui gagnent 3 fois le prix du loyer. Moi, quand je suis arrivé à Paris, j'ai galéré pour pouvoir me loger, parce que effectivement c'était compliqué. Et donc il faut appeler l'oncle qu'on n'a pas vu parfois depuis des années. Et quand on a l'oncle, parce que quand on l'a pas, c'est encore autre chose. Et donc oui, il faut bouger là-dessus. Avant de poser la question suivante, j'aimerais faire un petit coucou à Solène Monnier. Salut Solène, qui nous dit: c'est très compliqué d'être jeune en cette période, c'est bien d'alerter, agissons maintenant, c'est toujours utile de le rappeler. Quant à Axel Tiret-du-Bas, car le tiret du bas est important, Duret, je viens d'arriver sur le live, je ne sais pas exactement de quoi on parle, mais vu que vous parlez des étudiants, j'aimerais bien avoir votre avis, à tous les trois par ailleurs, sur la difficulté d'arrêter ses études en temps de crise quand on veut entreprendre. Est-ce que ça vous plaît comme question? Ça me plaît beaucoup, parce que aujourd'hui, entreprendre, c'est compliqué. Déjà, en France, il y a un chômage énorme, c'est difficile de trouver un emploi quand on a un diplôme. Alors imaginez déjà quand vous sortez juste du lycée, que vous êtes jeune travailleur, là, vous réussirez pas. Si jamais vous arrêtez vos études, imaginons au milieu de la 2e année, ça vaut pas grand-chose ce que vous avez fait. Donc non seulement vous avez perdu 2 années de votre vie, mais en plus vous vous lancez dans une galère, mais tellement anxiogène, et parfois certaines personnes n'aiment pas leurs études, mais continuent parce que sinon ils se disent « je ferai absolument rien de ma vie ». Mais là où cette question elle est intéressante, c'est quand on veut chercher la solution. L'université, il faut réinvestir à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'on a d'immenses enjeux futurs. Les enjeux écologiques, les enjeux sociaux. Pour ça, on va avoir besoin de cadres intellectuels extrêmement formés, mais on va avoir besoin de personnes pour réfléchir au plan, pour construire des barrages, des éoliennes ou tout ça, mais on va aussi avoir besoin de main-d'œuvre pour pouvoir faire tout ça. Et c'est là où ces personnes-là peuvent nous intéresser. Et donc du coup, je pense que si jamais on veut réfléchir à la place de la jeunesse dans la société, à son rapport au travail, non seulement il faut investir dans les universités pour avoir un plan long terme à venir sur tous les enjeux qu'on a, mais il faut aussi penser à ces jeunes travailleurs, ceux qui ont quitté la fac ou juste qui ont décidé de pas y aller, et leur donner du boulot justement face à tout le travail qu'il y a à faire. Donc ouais, c'est une question intéressante. Merci beaucoup. Valentin, et puis ensuite Aurélien. Ça, et il faut bien distinguer à la fois des sujets de long terme, d'investissement structurel dans l'université française, et en même temps des sujets très court-termistes qui sont comment on fait pour lancer sa boîte quand on n'a pas de quoi se nourrir, on n'a pas de quoi se soigner. Et de la même façon, toutes les personnes qui sont en situation de détresse psychologique, qui veulent arrêter leurs études, c'est des personnes qui déjà sont sociologiquement tournées vers l'arrêt de leurs études. Et comment on fait pour empêcher cela? C'est l'université, les études, les BTS, ça doit leur permettre de s'émanciper, de pouvoir faire ce qu'elles ont envie. Et puis il y a une vague de pandémie, une vague de crise économique, sociale, qui les fauche en plein passage. C'est pas normal, et il faut pouvoir les aider maintenant et plus globalement réfléchir comment on fait pour en effet faire de l'université au sens large, des études, un vrai temps d'émancipation et un vrai statut pour les personnes qui sont étudiantes. Étudiant, c'est pas un passe-temps, c'est pas ce qu'on fait entre 17h et 20h, c'est un vrai statut, il y a besoin de moyens, il y a besoin d'une reconnaissance, et ça a été dit,
Est-ce que c'est un gage de qualité de pouvoir faire 20 heures de travail chez McDo, puis 40 heures d'études? Je ne sais pas si c'est quelque chose de qualité, bravo à la personne qui peut le faire, mais est-ce qu'on est là à blâmer des gens qui ne peuvent pas enchaîner 70 heures de travail par semaine? Non, c'est un statut et il faut pouvoir mettre les moyens aujourd'hui pour éviter que tout le monde décroche et dévisse, et à long terme. Super, merci beaucoup. On va laisser le mot de la fin, Aurélien. Ouais, non, mais moi, le revenu jeune qu'on évoque depuis tout à l'heure, je le vois aussi pour ces situations-là. Il y avait une proposition qui était pas mal chez Emmanuel Macron au début du mandat aussi, c'était le chômage pour les gens qui ont lancé leur boîte et qui se plantent. En fait, si on met un revenu jeune dès le départ, et si après les gens se plantent avec leur boîte, passé un certain âge et peuvent toujours avoir un petit revenu, vous avez cette possibilité d'essayer d'entreprendre, sinon c'est extrêmement compliqué. Enfin, attendez, les banques déjà, elles prêtent vraiment pas à tout le monde, il y a déjà énormément de difficultés. Si en plus, effectivement, vous avez envie vous avez une super idée, vous savez que voilà, au cours de vos études, tout d'un coup, vous avez envie de vous lancer comme ça. Si vous n'avez pas des gens pour vous accompagner, alors là, c'est encore pire que pour les études elles-mêmes. Pour faire une boîte, c'est quasiment impossible. Donc, au moins là-dessus, puisque ça, c'était prévu en 2017, peut-être Emmanuel Macron et ce gouvernement pourraient se dire, oui, puisqu'on veut faire une France d'entrepreneurs, les entrepreneurs de nos vies, je crois, c'était un des slogans, je me rappelle, j'ai fait cette campagne. Et ben, il faudrait peut-être donner un tout petit peu la possibilité de concrétiser tout ça. Et encore une fois, voilà, merci à tous les deux pour ce que vous faites. Merci à ceux qui nous regardent. Et lâchez rien, voilà, c'est pas simple d'être jeune en ce moment, mais enfin bon, c'est encore moins marrant d'être vieux, croyez-moi, moi j'y arrive. Et donc, battez-vous et ça va le faire, on va y arriver. Merci beaucoup Louis, merci beaucoup Valentin, vous êtes à la maison, vous revenez quand vous voulez et on reste un tout petit peu ensemble pour avoir un propos de conclusion. Merci beaucoup, vous pouvez vous lever, merci infiniment. Merci les gars. Et à très bientôt, merci. Aurélien, du coup, petit mot de la fin, petit temps d'échange, comme on dit dans les startups. Je sais que tu aimes bien ce mot. Startup Nation. Ouais. Je suis pas sûr d'avoir compris ce que ça voulait dire 3-4 ans après, mais enfin bon. Qu'est-ce que ça... Parce que je sais que tu kiffes un peu le rap, le peura, comme disent les jeunes. Le monde de demain, un titre fameux de... Demain c'est loin. Demain c'est loin, le monde de demain. Toi tu kiffes Marseille je crois. Oui, exactement. Ouais, exactement. Voilà, petite dédicace, merci beaucoup, ça fait plaisir. Comment tu le vois, comment tu l'appréhendes, ce monde de demain, et on va raccourcir un tout petit peu cette France de demain. Moi je suis plutôt quand même, voilà, encore une fois, en ce moment il y a plein de choses qui vont pas. En ce moment c'est compliqué, puis de toute façon il y a ce Covid qui nous ont tombé dessus, il y a vraiment beaucoup de choses qui vont pas. Je suis quand même plutôt confiant pour l'avenir parce que quand je regarde un peu les jeunes qui sont dans la rue pour dire voilà, nous on a capté ce qui se passait sur le climat, on sait aussi que voilà, en matière d'égalité tout simplement entre les femmes, les hommes, entre les blancs, les noirs, entre les riches, les pauvres, il y a plein de jeunes qui sont complètement au clair sur ce qu'ils veulent comme monde demain. Ce qui est compliqué, c'est le switch en fait. C'est comment finalement ces jeunes qui se battent, ces jeunes qui sont mobilisés, ces jeunes qui ont une conscience forte de ce qui les entoure et de ce qu'ils veulent pour demain, on peut transformer les luttes, on peut transformer ces revendications, ces rêves finalement en choses concrètes. Pour l'instant, la démocratie française, elle est faite comme elle est faite. Pas bien du tout, en réalité, c'est hyper dur de devenir député, c'est hyper dur de... on peut s'engager en politique, ça tout le monde peut le faire, mais les règles font que, faire une campagne, faut être dans un parti qui a de l'argent, par exemple, travailler dans l'administration à haut niveau, près des ministres, ceux qui vraiment, au quotidien, prennent les décisions, faut avoir fait l'ENA, donc Emmanuel Macron nous annonce qu'il supprime, super, mais comment on va faire pour que plus de gens qui viennent un peu de partout et de tous les milieux puissent avoir accès à ce genre d'études, puissent avoir accès à ce genre de poste. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Moi, les Nouveaux Démocrates, c'est vraiment ça le truc. Après, on discutera de ce qu'on veut. On discutera de ce qu'on veut faire, de comment on rend le monde plus juste, etc. Mais si déjà tout le monde n'est pas autour de la table, si déjà tout le monde n'a pas la chance de le faire, ça va pas. Donc moi, je vois à quel point chez les jeunes, il y a cette envie-là. Maintenant, il faut qu'on s'y mette sérieusement. Quelles règles du jeu pour que finalement, il y ait plus de monde autour de la table. Très rapidement, avant qu'on se redonne rendez-vous bientôt, ce sera vraiment le mot de la fin, comment tu vois l'union de la gauche? Est-ce que ça peut vraiment être porteur d'espoir pour le progressisme en fait, à la française, tout simplement? En général, je dis bien en général, la gauche est quand même celle qui
voilà, celle qui peut porter ses idées de progrès, ses idées de tout ce dont on a parlé ce soir, c'est son histoire, c'est son héritage. Après, elle s'est un peu paumée en route parfois ces dernières années, donc il va falloir reprendre le bon chemin. Nous, on veut bien filer un petit coup de main. Hein. Moi, j'étais samedi matin à la réunion des chefs de parti de la gauche, de Yannick Jadot, d'Hidalgo, de Faure, de tous les autres. Très bien, il n'y a pas de problème, on est prêt à jouer le jeu. On avait, pour certains, rejoint ces rangs de gauche avant d'aller chez Macron. Pour d'autres, on n'avait jamais fait de politique. Certains ont rejoint Macron, d'autres ne l'avaient jamais fait. Le sujet, c'est toujours le même. Le sujet, c'est ce que j'ai dit avant. Est-ce qu'à un moment, il y aura de la place pour tout le monde autour de la table? Est-ce qu'on va arrêter de zapper ceux qui sont dans les quartiers, ceux qui sont jeunes, ceux qui étaient dans les gilets jaunes? Si c'est le cas, ok, il n'y a pas de problème. On sera du côté de la gauche. On vient plutôt de là, tous. On sait que c'est plutôt par là que ça doit se passer. Mais il va falloir nous entendre. Il va falloir nous faire de la place. Il va falloir écouter un petit peu ce qu'on a à dire. Donc voilà, c'est le message que j'adresse à mes camarades. Merci beaucoup, merci infiniment. Aurélien, ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve très bientôt sur ta chaîne Twitch. Voilà, et donc tu es chez toi comme à la maison, hein, tu as bien vu, ça s'est super bien passé. Eh ben écoute, pourquoi pas Mounir. Merci Alors à infiniment. bientôt. À bientôt. Thank you.